2014 touche à sa fin. C'est l'heure de faire le bilan. Et nous avons comme invité aujourd'hui quelqu'un que nous n'avons jamais invité sur notre site, Monsieur Jano Kabouya. Monsieur Jano Kabouya, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita, bonsoir aux spectateurs de Cheikh Fita News. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Je peux me présenter en disant que Jano Kabouya est un Congolais d'origine qui a eu la nationalité belge depuis 18 ans à peu près maintenant, qui est arrivé en Belgique depuis plus de 28 ans. Donc ça fait depuis plus de 28 ans que je suis ici. Et avant ça, j'étais au Congo avec ma mère et mon père. Voilà. Et 2014 vient de se terminer. Vous êtes très branché à la politique congolaise. Quel est votre regard sur l'année 2014? Bon, je dirais que 2014, par rapport, si on doit regarder le bilan au Congo, c'était un bilan très ensanglanté. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Il y a eu des grands acteurs qui ont été tués justement il y a un an jour pour jour. Des gens comme Mamadou Ndala, des gens comme le général Baouma et beaucoup de compatriotes ont été tués à Béni. Et donc, si on devait regarder le bilan du Congo, le Congo se porte très mal parce que le Congo est toujours et baigne jusqu'à aujourd'hui toujours dans le chaos. À voir les vidéos que vous diffusez, ce n'est un secret pour personne, vous êtes un anti-Kabila. Oui, je suis un anti-Kabila, mais il faudrait que je puisse d'abord, que nous puissions dire d'abord aux gens qui nous regardent que avant d'être un anti-Kabila, j'étais un anti-Moboutiste. Un anti-Mobutu, pardon, parce que voilà, avant ça nous étions dans l'opposition et nous avons lutté pour faire partir M. Kabila et la dictature qu'il menait au Congo. Autrement dit, vous êtes de ceux qui disent qu'actuellement il y a deux forces en présence, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui veulent que ce pouvoir parte. Et quelles sont les issues possibles au jour d'aujourd'hui par rapport à notre pays? Comment pensez-vous qu'il puisse y avoir changement? Mais n'est un secret pour personne, l'union fait la force, Cheikh Fita. Ça veut dire que si nous voulons que Kabila puisse partir demain du Congo, nous aurons besoin de toutes les forces en présence. Ça veut dire que nous aurons besoin de la diaspora, nous aurons besoin des forces vives qui se trouvent au Congo, c'est-à-dire les acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que ceux qui composent la majorité. Donc ça sera un concours où nous aurons besoin d'une unité pour faire partir M. Kabila. Parce que si nous sommes divisés, un royaume divisé ne peut pas vaincre contre ses ennemis. Monsieur Jano Kabouya, nous vivons en Europe, nous avons vu depuis quelques années le mouvement des combattants qui a pris de l'ampleur et dont certaines prises de position ont fait mal au système en place. Par exemple, l'impossibilité que les chantres du régime viennent ici. Et dans votre lecture, à quel moment est-ce que ce mouvement a atteint son sommet? Le mouvement des combattants a atteint son sommet dès l'instant où les compatriotes de la diaspora ont compris et se sont conscientisés, ont compris qu'il y avait un génocide qui se passait au Congo, qu'il y avait des viols qui se passaient au Congo, qu'il y avait un risque de balkanisation du Congo qui était en train de se préparer contre le peuple congolais. Et quand ce mouvement a atteint
le haut, ça a commencé d'abord, il y a eu des actions qui ont mené vers le haut. Il y a eu la prise de conscience du peuple qui s'est effectuée par la mort d'Armand Tungulu. Armand Tungulu a été un élément déclencheur qui a réuni tous les Congolais autour d'une cause. Il faut que Kabila puisse partir. Et c'est comme ça qu'on s'était tous réunis avec nos compatriotes qui se trouvent en France, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, un peu partout, pour s'unir pour chasser M. Kabila. Nous avons fait des marches, nous avons été médiatisés, c'est comme ça que nous avons eu l'occasion de passer dans des chaînes de chaque pays, que ce soit les France 24, des RTBF, RTL TVI, TV5, nous sommes passés un peu partout et c'était chaque membre de la diaspora qui passait pour passer un message pour signaler que nous étions au courant du complot qui est en train de se jouer contre le Congo et que nous le savions, mais que nous, la diaspora, nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons dénoncer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à dénoncer de plusieurs manières. Et nous avons fait ça par les marches, nous avons fait ça par des sit-ins, nous avons fait ça en remettant des... nous avons remis des... Comment on appelle Des flyers? Non, pas des flyers, des mémorandums que nous avons remis dans les unions européennes, que nous avons remis dans les ambassades. Nous avons commencé à sensibiliser la communauté internationale vis-à-vis du malheur que rencontrait la RDC. Et d'après vous, à quel moment est-ce que ce mouvement des combattants a atteint son sommet? Mais je dirais que ça a atteint son sommet quand nous avons stoppé la musique. Donc nous n'avions plus cet élément qui était une distraction parce que les Congolais étaient plus dans l'amusement, dans la distraction, en train de... Donc ce qui se passait au Congo en fait n'était pas pour eux, n'était pas très important. Ils préféraient s'amuser, danser, bien se vêtir et ne se préoccupaient pas des problèmes qui se passaient au Congo. Et quand nous avons réussi, ce qui n'était pas facile, à conscientiser nos frères et sœurs, c'est là que petit à petit, les gens ont commencé à rejoindre le mouvement combattant qui a commencé à grossir et à prendre de l'ampleur. Et nos manifestations étaient tellement grandioses qu'à la fin, on se retrouvait à 5, 10 000, 11 000. Donc on était vraiment, et c'était en termes de médiatique, c'était vraiment très impressionnant de voir qu'il y avait des gens qui se soulevaient pour leur pays, qui se battaient pour leur pays. Et lors du hold-up électoral de 2011, d'après vous, qu'est-ce qui a poussé les Congolais à être si nombreux dans les rues durant des semaines et des mois? Mais je dirais que ce qui a poussé les Congolais à être dans les rues lors du hold-up de 2011 est très simple. C'était l'unité que tous les Congolais, toutes tendances confondues, quelle que soit la région dont ils s'étaient tous unis, s'étaient tous mis ensemble pour un objectif commun, faire partir M. Kabila. Et c'est ça qui a créé, c'est ce dynamisme-là qui a fait que nous nous sommes retrouvés de plusieurs tendances confondues, de plusieurs opinions politiques confondues, mais avec un même objectif. Crier que nous ne voulons plus de M. Kabila, que M. Kabila est un traître par rapport au Congo, qu'il travaille pour les intérêts du Rwanda, que M. Kabila est en train de vendre les minerais, les richesses du pays aux étrangers et que M. Kabila n'était qu'une marionnette au service des étrangers et non au service des Congolais. Et M. Kabila avait une mission qui était de détruire l'armée congolaise au bénéfice du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de tous nos pays qui nous agressaient. Et nous avons dénoncé, et c'est comme ça que vous avez vu, ils ont dû changer de stratégie et de tactique. Mais si vous regardez, ils ont toujours utilisé les mêmes stratégies, les mêmes méthodes. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des groupes armés
contre la population congolaise, ces mêmes groupes armés se sont toujours régénérés en revenant avec d'autres appellations, mais c'était toujours les mêmes aux commandes. Donc si vous regardez au début, c'était on les appelait AFDL, après AFDL c'est devenu CNDP, après CNDP c'était RCD, non, avant c'était d'abord RCD, de RCD c'est devenu CNDP, de CNDP c'est devenu M23, mais les gens qui tiraient les commandes c'était toujours les mêmes. C'était le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui agressaient le Congo, avec la complicité de celui-là qu'ils avaient placé à leur tête, M. Joseph Kabila. Oui, M. Jeannot Kabouya, vous avez un blog qui est très suivi et ce n'est pas toujours facile de s'évaluer. Comment pouvez-vous évaluer votre rapport à ce combat par rapport à votre blog? Mais je dirais que, bon voilà, j'ai eu un blog qui marche très bien, qui a des milliers de visites chaque jour de nos compatriotes qui viennent nombreux regarder et voir les infos que nous mettons. D'abord, j'aimerais attirer l'attention sur les gens qui nous regardent, qui doivent savoir que c'est un sacrifice que nous faisons, souvent de manière bénévole. Ça prend beaucoup de temps. Et que voilà, nous avons mis cet outil au service du Congo. Depuis maintenant, nous travaillons de manière vraiment à conscientiser depuis plus de 5 ans, de manière intensive. Et souvent, nous ne sommes pas beaucoup à travailler pour conscientiser les peuples congolais. Mais nous sommes contents parce que quand nous avons démarré, nous n'étions pas beaucoup. Nous n'étions pas plus que 2 ou 3. Mais aujourd'hui, je suis content de voir que ce que nous avons initié a pris de l'ampleur et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de commencer à éveiller, à commencer à faire de l'information, je dirais, militante dans laquelle on diffuse des informations patriotiques pour conscientiser le peuple congolais. Seulement, vous devez savoir qu'en même temps, quand on prend de l'ampleur et que notre site commence à devenir un vecteur, un élément vecteur d'information, il y a beaucoup d'ennemis qu'on se crée autour, qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ce qu'on fait, parce que souvent on peut leur faire ombrage. Alors vous allez voir, tous les ennemis maintenant se mettent plus contre Kabila, ils deviennent contre vous parce que ils veulent détruire votre outil, ils veulent détruire votre travail, ils veulent vous détruire. Alors ça se fait de différentes manières, avec comment je peux dire ça, on sort des mensonges à votre sujet, on essaye de... Oui, là vous m'arrachez la prochaine question, mais je la pose quand même, okay. Vous allez continuer sur la même lancée. Okay. C'est que en fait, il y a des obstacles comme dans toute activité humaine. Et quels sont les grands obstacles que vous rencontrez par rapport à ce travail-là de diffusion d'informations et de conscientisation de vos compatriotes par rapport aux enjeux du pays? Mais il faut dire que quand on prend de l'ampleur comme le site Banamikili, on a des rivalités. Et on a d'autres personnes qui, au lieu de se mettre avec vous pour que vous deveniez une force vers un seul objectif, les autres vont essayer de vous discréditer, vont essayer de vous salir votre image, essayer que votre nom soit sali, et ça se fait de différentes manières. Et ce n'est même pas les gens souvent du pouvoir, c'est souvent les gens avec qui on traîne, les gens avec qui on est, qui vont venir salir votre image, salir votre nom. Et c'est ça qui va souvent nous distraire, nous amener dans la distraction, plutôt que de poursuivre l'objectif que nous devons tous poursuivre, c'est-à-dire nous battre pour le départ de M. Kabila. Oui, nous terminerons effectivement par les objectifs et les actions futures, mais j'aimerais quand même qu'on s'attarde un peu à vous aussi en tant qu'individu. Vous n'êtes pas un saint, oui. Et vous avez des qualités bien sûr, vous avez aussi des faiblesses. Personnellement, quand vous faites votre autocritique, qu'est-ce que vous pouvez vous reprocher? Je peux me reprocher que avant je me battais pour un combat 100% sain, je veux dire sans tâche, et qu'à un moment on passait notre temps
à regarder les uns les autres qui fait quoi et à essayer de dénoncer les actions de nos amis, de nos frères qui souvent pouvaient nous retarder ou pouvaient nous handicaper dans notre lutte. Alors, à la fin, j'ai fini par comprendre qu'en fait, tant qu'on se donnait des coups entre nous, on ne faisait pas avancer cette cause-là. On était en train plutôt de distraire et on était en train d'abandonner notre objectif qui était M. Kabila. C'est comme ça qu'à un moment, j'ai compris tout cela, j'ai commencé à mener mon combat à ma manière. Ça veut dire que plutôt que de regarder ce que les autres font pour libérer le Congo, je me suis dit, je dois peut-être regarder qu'est-ce que moi, je peux faire pour la libération du Congo. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser, à rester focus sur mon propre travail et ne plus regarder le travail des autres. Monsieur Jeannot Kabouya, vous disiez que vous voudriez vous concentrer davantage sur votre propre action. Est-ce que vous pouvez expliciter cela davantage? Mais c'est-à-dire d'abord, Cheikh, vous savez, avec tout le temps, depuis que nous sommes dans le combat, nous sommes en train de voir qu'à un moment, il faut faire le bilan. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on part? Nous nous battons, c'est vrai, depuis beaucoup d'années. D'autres nous ont rejoints en cours de route. Et à un moment, il faut faire le bilan. On en est où dans le combat que nous menons? Moi, aujourd'hui, je constate et j'ai remarqué que nous sommes en train de tourner en rond. Comment est-ce que nous tournons en rond? Ben, le combat se passe à Kinshasa. Je veux dire, les choses se passent à Kinshasa et nous, nous sommes en train de nous battre ici à Bruxelles, à Paris, à Londres. Et nous sommes rentrés dans une sorte d'autisme dans lequel, en fait, nous pensons que les actions que nous faisons ici ont des répercussions au Congo. Ça en a eu quand nous avons appelé pour des grandes marches et autres choses. Mais moi, j'ai commencé à remarquer, par exemple, que quand nous sommes arrivés au sommet, nous étions une petite poignée qui organisons des marches. Nous avons remarqué que ça commençait à créer de la jalousie de la part de nos propres frères. On devenait une cible qu'il fallait à tout prix arrêter. Et le pouvoir de Kinshasa ont mis les moyens. C'est ainsi que vous avez commencé à voir que quand il y a eu des marches, petit à petit, par exemple, si on fait une marche le 27, vous allez voir que quelqu'un d'autre va aller à la police, va mettre une marche le 26. Si on met une marche le 13, vous allez voir que quelqu'un d'autre va faire une demande le 13. Ça devenait vraiment une cacophonie dans laquelle on perdait du temps et ça se passait tout le temps comme ça. On a même certains de nos frères qui passaient dans des médias pour dire que quand on organise des marches, nous recevons de l'argent, que c'était subventionné, ils sont passés dans les médias pour nous discréditer. Alors moi, je m'étais dit, vu que beaucoup des grandes marches qui ont eu de l'impact ici, j'en étais parmi les organisateurs et avec d'autres frères et sœurs parce que ce n'était pas un travail que je faisais tout seul. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que plutôt que de toujours m'affronter avec mes frères et sœurs, je vais leur laisser les marches, qui continuent à organiser les marches, et je vais continuer à me battre à ma manière, ça veut dire en informant seulement les Congolais, et continuer à leur laisser les marches pour eux et la sensibilisation pour eux. Mais j'ai été désagréablement surpris de voir qu'en fait, quand j'ai arrêté les marches, plus personne ne se battait pour organiser des marches, plus personne ne se préoccupait de faire les marches, plus personne ne voulait faire la sensibilisation. Or, nos frères et sœurs avaient dit qu'il y avait de l'argent qu'on nous donnait par le gouvernement pour organiser les marches. Et moi, j'avais dit, puisqu'il y a de l'argent, commencez à organiser les marches. Comme ça, vous allez récolter les fruits de ces marches que vous allez organiser. La vérité est tout simplement que quand nous organisions les marches, c'était de l'argent que nous sortions de nos propres poches. C'était de l'argent qu'on pouvait prendre souvent même des allocations de nos enfants pour acheter des piles, pour acheter des mégaphones, pour aller prendre les pancartes, pour organiser ceci, cela. Et donc c'était vraiment un travail humain dans lequel on se dépensait beaucoup.
mais parce que nous avions le souci du Congo, parce que nous nous battions pour le Congo. Et nous avons vu que des éléments ont petit à petit commencé en fait à rentrer dans le combat que nous menions pour essayer de nous faire abandonner ce que nous faisions. À côté de cela, s'y mêlait ce qu'on appelle la jalousie, la haine, en se disant, bon, ceux qui t'ont attaqué Bango, Nde Bakotika. Et nous avons commencé à voir que dans chaque chose que nous faisons, on nous suivait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder en Belgique, il n'y a plus aucune personne qui organise les manifestations. Mais aujourd'hui, on s'attaque à nous en termes de médiatique. Ça veut dire maintenant on nous poursuit dans notre domaine qui est de l'information. On va essayer de nous faire passer pour des gens qui donnent des fausses informations. On va toujours essayer de nous discréditer, de salir notre nom, notre image. Et donc, en fait, moi, ayant compris cela, je me suis dit, je ne peux plus continuer dans les actions que nous menons. Parce que nous avons mené beaucoup d'actions. Je vais rappeler quelques-unes ici. Nous avons mené des actions qui ont conduit, par exemple, il y a 1 an, jour pour jour, à ce que JB ne puisse pas jouer son concert au Zénith. Nous sommes passés dans les France 24, nous avons mobilisé, sensibilisé nos frères et sœurs par-ci et là. Nous avons, dans beaucoup comment je peux dire ça, des conférences, nous avons interpellé les Louis Michel, nous avons, à des moments où il y avait des Olives qui organisaient des enterrements, nous avons été manifestés contre. Il y a des moments où l'ambassade organisait des forums dans lesquels ils voulaient faire venir la diaspora. Nous avons été protestés contre tout ça. Nous avons des actions dans lesquelles, par exemple, nous avons eu des gouverneurs qui sont venus, nous avons été protestés. Et chaque fois, dans chacune des actions que nous menons, nous avons compris que nos propres ennemis se trouvaient dans notre camp. Je vais donner un exemple très simple, si tu me le permets. Oui. Il y a eu l'action de André Kimbuta. Quand nous avons été au courant qu'il y aurait André Kimbuta qui devait voyager le lundi 13 octobre 2014, nous avons fait le travail de contacter nos frères combattants pour qu'ils puissent venir. Ils ont été contactés. Eux tous étaient en général prévenus que M. André Kimbuta devait venir. Mais malheureusement, le lundi matin, une seule personne a répondu à cet appel que j'avais lancé. C'était M. Papicho Olenga, qui s'était déplacé de Liège, a pris son train et est venu jusqu'à Bruxelles pour que nous puissions mener cette action. Tous nos autres frères que nous avons contactés, qui pour la plupart font des vidéos tout le temps dans lesquelles ils sont plus forts à faire des vidéos pour nous insulter, nous discriminer. Mais quand il s'agit d'aller dans des actions concrètes pour montrer l'amour du Congo, ils avaient tous simplement fermé leur téléphone. Et le matin, quand on a essayé de les joindre, ils avaient coupé purement et simplement leur téléphone. Mais c'est les mêmes que nous voyons faire des vidéos dans lesquelles ils trompent, on ne sait pas pour qui ils travaillent, mais vous allez voir tantôt, ils font une vidéo, ils vont dire qu'on leur a crevé l'œil par un autre compatriote combattant, et qu'ils ont l'œil. Et puis le lendemain, vous voyez, ils refont une vidéo, ils ont oublié qu'on les avait crevé l'œil, on les voit avec les yeux qui sont totalement normaux. Et donc nous avons compris qu'il y a des gens en fait qui sont là pour se battre contre tout ce que nous pouvons entreprendre ou faire pour la libération du Congo. Je donne donc, dans cet exemple, j'ai été surpris que les mêmes qui avaient fermé leur téléphone le jour de l'opération André Kimbuta ont commencé à véhiculer, à téléphoner quelques membres de nos frères qui sont en France, en Allemagne, en Afrique du Sud, par-ci, par-là, pour dire qu'en fait, on était parti dans cette opération d'André Kimbuta pour prendre de l'argent. Alors moi, la question que je me pose, si on était parti pour prendre de l'argent, pourquoi ils ne sont pas venus avec nous? Pourquoi ils nous ont laissé partir à deux? Vous voyez, il y a une forme de jalousie, de haine qui rentre dans laquelle chaque fois qu'on peut faire une action pour le Congo, il faut que les autres viennent salir. Et c'est toujours les mêmes. Et ayant compris cela, nous avons pris des distances avec eux. Nous avons dit, nous allons mener maintenant, nous allons changer de tactique. C'est comme ça que nous avons créé le mouvement « Pas de prolongation de mandat ». Nous avons fait des actions comme vendre des CD à Matongé.
nous avons médiatisé ces actions-là et beaucoup de nos frères ont vu ça. Nous avions des CD que nous avons vendus et nous avons vendu juste ce jour-là une affaire de 500 CD parce que nous avions dit lors de cette opération-là que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'alimenter, qu'on ait de l'argent, une caisse dans laquelle nous pouvons faire des actions futures, dans laquelle nous allons faire des actions intelligentes. Que un combat dans lequel on n'a pas d'argent est un combat dans lequel on ne peut pas aller de l'avant. Et donc c'est comme ça que nous avons fait l'action pas de prolongation de mandat et pas touche pas à ma constitution au mois d'octobre, comme vous aviez pu le voir avec les CD de Kofi Olomide, si vous vous souvenez bien. Bien, merci M. Jeannot Kabouya. Bon, je ferai un effort pour que vous ne citiez pas les gens parce que dans la déontologie, quand vous citez les gens, ils ont le droit de répondre, mais vous avez pris la précaution donc d'être assez anonyme. Permettez-moi d'enfoncer un peu le clou, de prendre encore un exemple de votre vie à vous, avant qu'on rentre maintenant dans le Congo. Vous avez pratiquement fait l'actualité avec la rencontre que vous aviez organisée à des hôtels. Et est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs comment vous avez organisé, comment vous avez eu les moyens pour le faire, de telle sorte qu'ils aient l'information à la source, parce que c'est vous qui avez organisé, c'est vous la source. Oui. Cheikh Fita, je viens de vous parler de l'opération pas de prolongation de mandat. Nous avions, si certains de nos frères, parce que tout ce que nous faisons, nous ne cachons pas, nous le faisons toujours pour qu'il y ait une certaine sincérité avec les gens qui ont de la sympathie pour nos actions, les gens qui nous soutiennent, la diaspora qui nous suit. Ça veut dire que chaque chose que nous faisons, nous le faisons en toute clarté. Nous ne cherchons pas à nous cacher, nous ne cherchons pas des rencontres en sous-marin, nous faisons les choses devant les gens, parce que nous n'avons rien à cacher. Il y a un constat que nous avons d'abord compris, moi et mes partenaires, c'est-à-dire le mouvement ne touche pas à ma constitution. Là-dedans, nous avons Papicho Olenga, nous avons Babi Balukuna, quelques mamans qui nous soutiennent, que je vais saluer au passage, maman Clémentine, maman Marthe, marraine Madova. Nous avons Bruno, notre grand frère, papa Bruno Boula. Nous avons beaucoup de gens qui sont là, qui se déclarent combattants, mais qui veulent mener le combat d'une autre manière, qui veulent que le combat prenne une plus grande dimension, que ce soit de manière structurée, que nous puissions en fait mener un combat où on peut intégrer un maximum de Congolais. C'est comme ça que nous avons dit, nous allons organiser une rencontre pour lancer notre mouvement, pas de prolongation de mandat. Mais avant ça, nous avons décidé de louer une salle à l'hôtel Président. Donc la rencontre devait avoir lieu le 29 novembre 2014. Une semaine avant la rencontre, donc 4-5 jours avant la rencontre, l'hôtel va nous envoyer un message en nous disant que voilà, ils annulent la salle, ils ne peuvent plus nous la prêter. Nous sommes retournés et nous avons demandé pourquoi. Ils nous ont appris en fait qu'ils ont eu des appels anonymes qui leur disaient que voilà, il ne faut pas louer à ces gens-là, c'est des terroristes, des fouteurs, ils vont créer des problèmes, des zizanies. Nous avons compris déjà en fait que les actions et la nouvelle forme que nous voulions donner à notre combat avaient commencé à avoir des attaques. Donc nos frères ont commencé, nos propres frères qui restaient avec nous, ont commencé à téléphoner à l'hôtel pour demander qu'on ne puisse pas nous louer cette salle parce que nous étions des gens de désordre, nous étions des terroristes, et donc la salle ne nous avait pas été donnée. Dans l'urgence de nos actions, nous avons dû trouver une autre salle. Nous avons regardé, parce que selon les moyens aussi, nous devions prendre une salle qui n'était pas très coûteuse, mais qui était dans nos moyens. C'est ainsi que nous avons trouvé The Hotel. Cet hôtel-là
tout le monde peut taper sur Internet The Hotel, peut prendre le numéro de téléphone et peut appeler pour savoir combien coûte une salle pour une demi-journée. Nous avons pris la salle au 26e étage, la salle E26, qui coûtait 500 € la demi-journée. Pour vous montrer que eux-mêmes qui nous combattaient de manière anonyme se sont dévoilés, ils sont passés, ils ont commencé à faire des vidéos pour mentir, pour dire qu'en fait, cette salle-là, nous l'avons payée à 400 € de l'heure. Or, si on appelle The Hotel, directement, ils peuvent vous dire combien coûte le prix d'une salle et commencer à mentir, faire des vidéos. Il y en a d'autres même, parce qu'on a pris du temps un peu pour les écouter, pour voir jusqu'où la bêtise pouvait aller. D'autres ont dit même que la salle coûtait 2000 €, 4000 €. Vous êtes la source, donnez l'information. Comme ça va couper court. Parce que vous avez fait, vous avez été donné le prix exact. Le prix exact était de 500 €. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand nous avons fait l'action avec les CD de Koffi Olomide, nous avons gagné de l'argent. Nous avons dit que cet argent, l'argent que dans différentes actions que nous allons faire, l'argent que nous aurons une trésorière et nous aurons des gens qui vont continuer à vendre les CD. Nous avons Maman Clémentine qui a continué à vendre les CD en vue qu'on puisse payer cette salle-là. Et nous avions déjà donc un peu d'argent, et c'était moi, quand nous avons fait les actions des CD, qui avait pris cet argent. Donc c'était moi qui étais chargé de trouver une salle. Dans notre partenariat avec Babi, Olenga et moi, c'était moi qui avais été désigné pour trouver la salle et pour m'occuper de tout ce qui était invitation et tout le reste. C'est comme ça que, dans l'urgence, puisque nous étions déjà début décembre, nous avons, vous savez, une grande salle comme à The Hotel. On ne peut pas vous donner la salle le même jour. C'est-à-dire que nous avons dû payer la salle avant. Vu que nous avions déjà l'argent de l'action que nous avons fait décéder, nous avons pu avoir l'argent pour payer. Et nous avons demandé à toute personne qui participerait ce jour-là à cette opération-là de donner une petite participation pour que nous puissions pouvoir payer la totalité de la salle. Mais les personnes qui participaient, parce qu'on ne le dit pas assez, mais nous avions une dizaine de personnes qui participaient en termes d'acteurs qui devaient parler, qui devaient prendre la parole. Je vais donner et citer quelques noms. Nous avions le MLC qui était invité, qui avait pris la parole. Nous avions l'UNC qui était venu, qui ont participé, qui ont eu la parole. Nous avions l'UDPS qui ont participé, qui ont eu la parole. Nous avions la société civile qui ont participé, qui ont pris la parole. Nous avions aussi les activistes. Parce que nous ne voulons plus nous associer aux actions des combattants. Nous voulons mener notre combat par rapport à notre mouvement. Être indépendant et faire nos actions à notre manière par rapport à notre mouvement, pas de prolongation de mandat de Kabila. C'est ainsi que tout le monde a participé et chacun devait apporter une petite contribution pour payer cette salle-là. Maintenant, c'était quoi le thème de cette réunion, de cette rencontre? Le thème, c'était comment faire partir Kabila avant 2016 ou pour qu'il ne puisse pas prolonger son mandat. Vous savez aussi bien que moi en tant que journaliste que nous avons la diaspora, et comme je l'ai toujours dit, a déjà donné assez dans le combat d'éveil. Tout le monde en Europe est éveillé, tout le monde est conscient de ce qui se passe au Congo. Mais maintenant, nous avons besoin de relais qui se trouvent à l'intérieur du Congo. Nous avons besoin de ces relais-là qui peuvent nous aider à partir du Congo à éveiller la population au Congo. Jusque-là, vous me suivez. C'est ainsi que nous nous sommes dit, ce n'est pas en faisant nos vidéos où on menace Kabila à 8000 km que Kabila va partir. Nous avons fait un constat très simple. Rien ne nous prouve maintenant que Kabila peut partir du Congo demain. Parce que pour que Kabila puisse partir, Kabila a non seulement l'armée, Kabila
a les moyens financiers. Kabila a encore assez de partenaires qui le soutiennent. Nous nous sommes dit, pour que Kabila puisse partir, il faut que nous, de la diaspora, nous puissions commencer à nous organiser. Pour que même si demain, les parrains de Kabila mettent Kabila dehors, qu'il n'y ait pas un chaos. Et surtout, nous nous sommes dit, pour nous organiser et faire partir Kabila, il ne faudrait pas que demain Kabila parte, donc qu'on déshabille Saint-Pierre pour le remplacer par Saint-Paul. Nous nous sommes dit, il faut que nous commencions à nous organiser. Nous avions eu beaucoup de demandes quand la réunion du 29 avait été annulée. On a eu beaucoup d'appels qui nous ont dit, vous aviez lancé des appels pour le mouvement là, on a envie de rentrer, on a envie de suivre, on veut vous soutenir, faites quelque chose, ne baissez pas les bras. Donc nous étions dans l'obligation de trouver une salle, dans l'urgence, pour faire notre réunion. Cette réunion, comme je vous dis, c'était pour avoir une synergie entre nous qui sommes ici, qu'on puisse s'organiser, mais qu'on ait des relais au Congo qui puissent aussi s'organiser. Je vais vous poser une sous-question, vous allez continuer votre pensée. J'espère que je ne vous ai pas juste perturbé. Non, juste oui. Ce que je voulais dire, regardez votre sous-question. Oui. C'est comme ça que nous avons entrepris depuis déjà plus de 4 mois des partenariats avec des acteurs politiques qui se trouvent sur le terrain. Je n'ai pas peur de les citer. Nous avions fait un partenariat, nous avons d'abord appelé, demandé avec M. Fayoulou pour lui dire, M. Fayoulou, vous qui êtes à Kinshasa, éveillez le peuple à Kinshasa, donnez notre message à Kinshasa que ces gens-là, ils ne doivent pas continuer, que Kabila ne peut pas prolonger son mandat et eux, ils restent dormir. Mais pour ça, il faut conscientiser le peuple. Parce que si le peuple n'est pas réveillé et continue à écouter juste Werason, Nyokalongo et tout, ils vont rester endormis pour que ce peuple-là puisse se prendre en main. Nous avons fait un partenariat avec M. Emery Okunji. Nous avons fait un partenariat avec les combattants sur place à Kinshasa. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons faire, lors de notre débat, une rencontre avec quelques frères autour de cette thématique-là. Le vendredi 12, on nous a appris par un ami à moi, dont son oncle en fait était un proche de M. Mouyambo, que M. Mouyambo était à Bruxelles. Et l'oncle de mon ami s'appelait M. Rachidi, qui est de la société civile. Alors moi j'ai demandé à mon ami, donnez-moi le numéro de ton oncle, qu'on puisse voir avec lui s'il y a moyen qu'on puisse inviter ce monsieur-là, parce que si vous suivez l'actualité que je mets sur mon site, je suis M. Mouyambo depuis un moment. Et depuis un moment, je diffuse son actualité et je vois que M. Mouyambo, en fait, est beaucoup en train de se battre pour que Kabila ne puisse pas se maintenir à la tête du pays. Donc j'ai vu que M. Mouyambo avait un point commun avec moi, c'est que M. Mouyambo se battait pour que Kabila ne puisse pas prolonger son mandat. Je me suis dit, voilà une occasion de donner la parole à un acteur de terrain, sur le terrain, qui se bat sur le terrain, pour que nous puissions mettre ensemble nos idées pour aller dans le même sens. Ça veut dire, le point commun que nous avons, c'est mettre M. Kabila dehors. Quand nous avons fait ça, nous avons fait de manière sincère, sans arrière-pensée. Nous n'avons pas fait ça pour recevoir de l'argent, comme certains peuvent vouloir le dire. Nous avons fait pour faire avancer notre lutte, notre combat. Parce que nous avons dit, nous devons sortir du combat ghetto, qui aujourd'hui ne nous honore pas. Un combat qui devient des règlements de compte, de haine, de tribalisme, de xénophobie, où on s'attaque les uns entre les autres. Nous jouons le jeu de M. Kabila. Nous nous sommes dit, il faut que maintenant, nous puissions donner des coups à l'adversaire. Vous savez, l'art de la guerre, qu'est-ce qu'il dit? Si vous voulez atteindre votre ennemi, il faut l'infiltrer. Il faut connaître ses agissements. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il veut faire? M. Mouyambo est une personne qui était dans le camp de M. Kabila. Actuellement, il a donné l'envie qu'il veut rentrer dans l'opposition.
C'est pas à moi de le juger sur base de ça ou pas. Moi, pour le moment, j'ai besoin de donner des coups à mon adversaire qui est M. Kabila. Quand on invite M. Mouyambo parle en mal contre son ancien coéquipier. Pour nous, ça va dans notre sens. Et je vais aller plus loin en disant, partout dans le monde, les gens qui ont fait chuter M. Kadhafi, qui se sont constitués en CNT, c'était les proches de M. Kadhafi. Quand on regarde M. Saddam Hussein a été trahi, par qui? C'était ses proches qui se sont retournés contre lui. Quand au Sénégal, Abdoulaye Wade a été renversé, mais Macky Sall, c'était un proche à lui qui est devenu son opposant. Aujourd'hui, nous voyons au Gabon, l'ancien vice-président de M. Bongo, il a quitté la majorité pour rejoindre l'opposition. Moi, je pense que si on regarde les faits dans le monde, la sauce est toujours la même. Pour faire partir son ennemi des dictateurs, souvent même M. Compaoré. Aujourd'hui, Zida, qui est le Premier ministre, c'est qui? C'était un membre qui était de l'entourage de M. Compaoré. C'est toujours les mêmes qu'on utilise. Même M. Mobutu, quand il a été chassé du pouvoir, c'est aujourd'hui, M. Kabila compose avec qui? Quand on parle M. Kengo Adondo, on parle Mokolo Apombo, on sort tous les noms là. C'est des gens qui ont travaillé hier avec Mobutu, qui aujourd'hui sont avec M. Kabila, n'est-ce pas? Donc nous disons, nous devons mener un combat un peu élever le débat de notre combat pour qu'il soit plus haut. Ça veut dire que nous devons avoir un combat dans lequel où nous ne pouvons plus rester toujours à faire des manifestations, mais on doit élever le débat. On doit avoir des représentants sur le terrain qui combattent sur le terrain. Si aujourd'hui, le message que véhiculent certaines radios de haine, de xénophobie doit continuer, alors là, je vous prie de croire qu'après M. Kabila, ça sera le chaos. Après M. Kabila, ça sera comme en Centrafrique. Les gens vont s'entretuer parce qu'ils sont de différentes religions. Les gens vont s'entretuer parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Et nous nous battons pour qu'il y ait une certaine... nous battons pour qu'il puisse y avoir une certaine harmonie au Congo. Nous nous battons pour que le Congo de demain ne soit plus un Congo où les gens prêchent la haine. Mais nous avons besoin de toutes les forces pour faire partir M. Kabila. Vous voyez aujourd'hui, et je finis par là, oui. M. Kabila ne s'en ira que quand on aura combattu, quand je vais dire, on lui aura asséné des coups très forts. Si vous regardez, je donne un exemple. Le fief de M. Kabila qu'ils ont toujours présenté auprès de la communauté internationale comme étant le Katanga, son fief. Aujourd'hui, ce fief est en train de lui faire défection. Nous ne pouvons pas négliger ça, c'est un gros coup qu'on est en train de tirer sur M. Kabila. Nous devons plutôt utiliser ça contre M. Kabila. Mais comment utiliser ça? Ce n'est pas en insultant ces gens-là ou en disant « Toko Pandre Bino, Toko Boma Bino ». Pour le moment, nous avons besoin de toutes les forces qui tournent le dos à M. Kabila pour affaiblir M. Kabila. C'est seulement de cette manière que nous pourrons vaincre M. Kabila. Ce n'est pas en étant dispersé, que chacun se bat dans son coin, que chacun attise la haine, la xénophobie. Ça n'est pas de cette manière-là. Moi, je pense que nous allons gagner parce que nous allons créer une symbiose. Nous, la diaspora, avec les gens sur le terrain, pour que notre message soit compris auprès du peuple. Nous avons suivi M. Mouyambo. Qu'est-ce qu'il nous disait quand il était au Katanga? Lors de ces meetings, il disait « M. Kabila veut faire un référendum, nous disons non à ce référendum ». Les images sont là. Il l'a dit très clairement. Voilà la chose qui allait dans notre sens. Alors, quand nous avons, donc je reviens à mon ami, nous avons demandé à notre ami « Donne-nous le numéro de téléphone de la personne qui se trouve avec M. Mouyambo ». Il nous a donné le samedi. Oui, M. Jeannot Kabouya, en fait, à la rencontre de The Hotel, il y avait M. Mouyambo qui était un de vos invités et j'ai vu qu'il y a eu une levée
servait de bouclier sur Internet par rapport à lui du fait qu'il est de l'autre camp. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs comment, d'une façon objective, la relation avec lui pourrait être profitable pour le combat et pour faire partir M. Kabila? Mais Cheikh Fita, d'abord, je vais terminer ce que je disais. Donc, vers 16 h le samedi 13, nous avons appelé M. Rachidi. C'est vers 15 h, vers 13 h, pardon, que nous avons eu le numéro de téléphone de M. Rachidi. Vers 16 h, nous l'avons appelé pour demander en disant que voilà, nous avons une conférence qui va commencer dans 1 heure. Est-ce que vous pouvez venir? Ils me diront qu'ils étaient en déplacement en Hollande et aux Pays-Bas et que je sentais qu'ils n'avaient pas vraiment une volonté de venir. Il y avait une certaine crainte vu que la personne ne me connaissait pas. Et donc j'ai insisté. Ils ont dit, bon, écoutez, on va voir, mais on ne vous garantit rien. Donc c'est pas sûr qu'on va venir. Et c'est ainsi que nous avons démarré à 17 h notre rencontre. Et jusqu'à 19 h 30, nous avons reçu un message pour nous dire que, voilà, nous sommes en bas de l'hôtel, nous arrivons. Et comme on peut voir dans les images, M. Muyambo est arrivé dans la salle à la fin de toute la rencontre que nous avons eue avec nos autres frères et sœurs et invités qui étaient là. Ce que je vais souligner, c'est que M. Muyambo n'était pas le seul invité. Il y avait aussi l'honorable Emery Okunji, qui est député de l'opposition, qui était là sur place. Mais maintenant, ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est d'abord la première chose, c'est que M. Muyambo n'est pas de l'autre camp, vu que depuis plus de 2 mois, il a déclaré qu'il quittait la majorité présidentielle dans laquelle il était. Parce que M. Muyambo a son parti qui s'appelle la SCOD, qui était un parti qui soutenait la majorité présidentielle. Mais dès le moment où M. Muyambo a quitté et que M. Muyambo est en train de œuvrer pour le départ de M. Kabila, ça veut dire qu'il a le même objectif que nous. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de jeter la pierre sur M. Muyambo. C'est que nous avons besoin de toutes ces forces-là pour mettre M. Kabila dehors. C'est toujours la même chose. Nous avons toujours, et la diaspora ne va pas me contredire, aujourd'hui, nous avons fait confiance à plusieurs partis politiques, à plusieurs personnes ici dans la diaspora qui ont promis qu'ils allaient libérer le Congo de différentes manières. Mais nous voyons qu'aucun d'eux n'a une stratégie claire pour libérer le Congo. Personne n'a cette stratégie claire. Nous nous sommes dit, la seule manière de libérer le Congo, c'est dans l'unité. Ça veut dire que tous les Congolais doivent se mettre ensemble pour se battre pour enlever M. Kabila. Je donne un autre exemple. M. Gekoko était venu ici pour qu'on puisse mettre nos forces avec lui, parce qu'il est député là-bas au Congo, pour renverser M. Kabila. À peine arrivé, alors que nous n'avons même pas encore étudié qu'est-ce qu'il voulait, nous avons juste fait une vidéo de présentation, il a été vilipendé, insulté. Le pauvre monsieur, il a compris que les gens à qui il avait affaire ne comprenaient rien à sa lutte ni à son combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rentrer dans le MLC, qui a bien voulu l'accueillir. Il est reparti se battre à sa manière au Congo. Or, nous n'avons pas besoin que chacun se batte dans son coin, ainsi de suite. Nous avons besoin d'une grosse synergie, une synergie de tous les acteurs congolais pour libérer le Congo. C'est comme ça que nous disons, M. Muyambo n'est pas venu habiter en Belgique. M. Muyambo, ce n'est pas lui qui a fait appel aux combattants. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fait là-bas et pour que nous puissions aussi lui conseiller sur qu'est-ce qu'il pourrait commencer à entreprendre avec la population du Katanga pour faire partir M. Kabila. C'est une stratégie d'encercler M. Kabila pour essayer de lui donner le coup de grâce. Parce qu'aujourd'hui, notre ennemi commun, c'est M. Kabila. Notre ennemi commun, c'est M. Kabila. Personne ici n'a d'abord le monopole de l'opposition et personne, il faut qu'on arrête les jeux que beaucoup mènent, c'est-à-dire je t'exclus, tu m'exclus, on s'exclut. Mais on s'exclut de quoi?
Tu vois quelqu'un, c'est comme si moi aujourd'hui je me réveillais et je fais une vidéo, je me mets, je dis j'exclus M. Kabila du PPRD, j'exclus M. Lambert Mende du PPRD. Mais est-ce que je suis de son parti pour l'exclure? Dans mon mouvement, dans lequel appartient Babi Balukuna, Papicho Olenga, pour que Kabila ne puisse pas prolonger son mandat, tout le monde a été d'accord. Autre chose, quand les images, les vidéos de l'action que nous avons fait le 13 ont été diffusées, nous avons reçu plus de 200 appels de nos confrères qui nous suivent dans le monde d'encouragement pour nous féliciter, pour nous dire qu'on doit continuer dans ce sens-là, qu'il faut mener maintenant une lutte plus intellectuelle comme on l'a fait, dans lequel on va vers l'avant. Et qu'est-ce qu'on a remarqué après 2-3 jours? C'est toujours les mêmes. Ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues, qui ont commencé à faire des vidéos pour essayer de mentir que nous avons reçu de l'argent de M. Mouyambo, pour dire que nous avons, c'est le pouvoir qu'a payé la salle, pour toujours les mêmes, pour essayer de discréditer, dire que la salle a coûté 4 000 €. Mais appelez The Hotel, vous verrez que louer cette salle, c'est 500 €. Ok, bien, merci M. Jeannot Kaboué. Je pense que vous avez suffisamment clarifié sur ce point-là. Une petite question avant de parler davantage du Congo. Dites-moi un peu, d'après vous, tout le monde espère le faire Burkina Faso. Est-ce que ici, à l'extérieur, nous sommes en mesure de réussir cela? Seul ici. C'est ça le problème, c'est que nous avons des gens qui sont des vendeurs d'illusions, qui sont devenus les stars de YouTube. Et qui pensent que parce que tu fais une vidéo sur YouTube, Olobi Kabila yo torobomayo, yo Kabila okokende, que Kabila va partir. Kabila ne va pas partir parce que au salé menace na YouTube, parce que Olobi okokende torobomayo. Pour que Kabila puisse partir, c'est seulement les acteurs sur le terrain. C'est ceux qui sont à Kinshasa. Nous avons ici des personnes qui sont devenues des gourous, qui diffusent certaines infos et qui disent qu'ils vont libérer le Congo. Mais moi, la seule chose que je dis pour réveiller mes frères, c'est que le Congo ne va pas se libérer sur YouTube ni sur Facebook. Le Congo va se libérer au Congo. Si vous regardez, la Tunisie n'a pas été libérée dans les rues de Paris ou de Bruxelles. La Tunisie a été libérée par les Tunisiens en Tunisie. Si vous regardez tous les pays, le Burkina Faso s'est passé au Burkina Faso. Ça ne s'est pas passé à Paris. Et ceux qui ont libéré le Burkina Faso l'ont libéré ensemble. Ça veut dire que l'opposition s'est unie. On ne savait pas qui était qui. Il n'y avait personne en tête. Ils se sont juste mis d'un commun accord et se sont battus pour libérer le Congo. Et moi, ce que je dis, c'est que ce n'est que dans l'unité que nous pourrons libérer le Congo demain et pas autrement. Sans unité, nous n'allons pas. L'unité, pas l'unité des Congolais, pas l'unité de la diaspora, mais l'unité de l'opposition au Congo. Et cette opposition doit se gonfler des anciens membres de M. Kabila. Ça veut dire qu'il faut saigner le clan de M. Kabila. Pour le saigner, ça veut dire qu'il doit faire défection. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est en Europe, parce que Otiaka, Okoboma Bango, mais Okoboma Bango ndenge nini. Oza na mundu kite. Oza pre ya ko kende ko bunda kuna te. Olie kaka hamburger, obimi, osali vidéo, Okoboma Bango. Qui te soutient pour Oboma Bango? Pour Oboma Bango, il faut avoir des soutiens. Il faut créer un lobby. Et c'est ça qu'on est en train de créer comme lobby. Et je sais que dans les actions, dans les contacts qu'on prend par-ci et là, je peux vous garantir que M. Kabila ne va pas dépasser décembre 2016. Il partira soit avant ou en décembre 2016 devra passer le relais. Parce que nous avons assez de contacts qui sont en train d'œuvrer. Pas à mentir la population, pas à mentir la diaspora. Parce que l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Paris, mais s'écrira au Congo. Et pour que l'histoire du Congo puisse s'écrire au Congo, il faut que nous puissions impulser, il faut que nous puissions commencer à toucher les gens qui sont au Congo pour les sensibiliser. Beaucoup de gens sont là, ils se disent opposants, ils sont opposants le jour et le soir, ils se retrouvent avec M. Kabila. Et nous avons besoin de dire non. Aujourd'hui, je donne un exemple très simple. Disons que M. Mouyambo, demain, retourne dans la majorité. Vous ne voyez pas que les déclarations qu'il a faites ici, lors de ces points de presse, c'est une victoire pour nous.
Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est un coup qu'on donne à la majorité là-bas. Vous croyez qu'ils sont contents quand ils voient un des ex de leurs membres qui vient ici, qui est en train de fustiger leur président? D'ailleurs, je donne un autre exemple plus simple. Nous avons eu les concertations nationales. Le pouvoir avait infiltré nos propres frères ici, qui se disaient combattants, qui ont commencé à parler qu'ils vont aller négocier avec Kabila au Congo. Mais qu'est-ce que le pouvoir en place, ils ont fait? Ils ont pris ces images et fièrement, ils nous ont montré à nous, de la diaspora, que regardez, vos frères là, on les a récupérés, on les a recrutés. Quand nous aussi, on peut faire cet exemple de montrer que nous avons recruté M. Mouyambo et qu'il parle contre eux, c'est une victoire pour nous, ce n'est pas une défaite. Et donc, pour le moment, si demain il retourne, c'est son problème. Mais pour le moment, si on peut l'utiliser contre son camp, c'est une victoire pour nous. Bien, merci M. Jeannot Kabouya. Nous avons pratiquement fait le tour. Maintenant, 2015, comment entrevoyez-vous les actions qui devraient être menées et ici et là-bas, tout en reconnaissant que vous avez déjà abordé un peu de tout ça quand vous avez parlé? Mais 2015, il y a beaucoup d'actions qui commencent à se mener et c'est comme je l'ai dit, c'est une synergie. Je dis d'abord ceci. Nos frères, je constate que beaucoup de nos frères font des vidéos dans lesquelles ils menacent, ils disent plein de choses. Et si vous regardez bien, si jamais quelqu'un veut me tuer, il ne doit pas faire une vidéo. Qu'il vienne, qu'il me tue directement. Qu'il vienne, qu'il m'attaque, s'il veut me faire les lumbe, qu'il vienne, qu'il m'attaque. Mais on dirait que l'on a des frères qui font des vidéos en fait pour les gens pour qui ils travaillent. Ça veut dire montrer à ces gens-là, regardez, notre mission l'a accomplie, on est en train de salir le travail de Jeannot Kabouya, on est en train de saboter le travail de Babi Balukuna, on est en train de saboter le travail de Papi Tcholenga, on est en train de saboter les travails de Boketu Premier. Donc, tous ces gens-là, ils envoient un message à ceux pour qui ils travaillent. Et ils doivent arrêter cela. S'ils trouvent que le travail de Jeannot Kabouya n'est pas bien, rien ne les interdit de mener le travail de leur manière, de leur côté. Et donc, je vais te laisser parler. Et il faudrait à un moment, on puisse éclaircir aussi, et je vais juste te donner le tuyau, les accusations dont j'ai été victime, comme quoi ma mère serait rwandaise. Je crois que quand on laisse un mensonge se répéter plusieurs fois, il finit par devenir vérité. Donc, il faut à un moment savoir couper. Le silence ne veut pas dire qu'on est faible, ne veut pas dire qu'on ne sait pas répondre. Mais souvent, on ne veut pas rentrer dans des bêtises parce qu'il y a des choses qui sont des bêtises. Et quand on dit des bêtises, à un moment, on doit clarifier. Mais ce n'est pas un travail. Notre ennemi aujourd'hui, est-ce que c'est devenu Jeannot Kabouya que vous vilipendez sur des radios soi-disant patriotiques? Vous oubliez Kabila, c'est devenu Jeannot Kabouya. Le MLC est rentré dans le gouvernement. On n'a pas entendu un mot. Tantôt, c'est toujours les mêmes qui ont dit que la femme de M. Félix Tshisekedi était une Rwandaise. C'est les mêmes qui ont dit que Roland Mena, qui était avec eux, est devenu un étranger. Qui ont dit que M. Mukwege était un Burundais. Qui ont dit que M. Abraham Lwakabwanga, un Moulouba à 100%, était un Rwandais, que même le neveu de M. Patrice Emery Lumumba est un Rwandais. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question que je me pose, est-ce que parce que j'ai des traits fins, je deviens Rwandais? Je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, mon père est Moulouba, 100%. Ma mère est Mouswahili, elle est du Maniema plus précisément, si nos compatriotes veulent savoir. Ma mère est de Kindu. Ici, j'ai ramené, parce que moi, dans ces radios patriotiques, et excusez-moi parce que je m'éloigne un peu du sujet, oui. Ils ont, et je vais comme ça, on va clore ce débat-là, dans ces radios patriotiques, ils ont dit que mon père était... dans ces radios patriotiques, ils ont dit que mon père était un soldat. Alors, moi, je me pose la question, mon père était un soldat de où? Mon père n'a jamais été soldat. Pour ceux qui connaissent mon père a été politicien ici, et qu'on dise qu'aujourd'hui que c'était un soldat, je trouve ça triste. Ils ont prétendu que je n'ai jamais été au Congo, mais alors je vais leur demander ces photos où je me trouve à Bandal en 2001. Comment ça se fait que je suis à Bandal si je n'ai jamais été au Congo? Ils ont dit que ma mère est une Rwandaise, mais ma mère elle est ici, elle est là au Congo avec moi.
Qu'est-ce qu'elle fait ici à Kinshasa où elle habite? Pourquoi est-ce qu'elle est à Kinshasa? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle vit à Kinshasa si c'est une Rwandaise? Vous voyez, il faut arrêter d'intoxiquer les gens. Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, je vous invite à vous renseigner. Ça, c'est moi tout petit, à Kindu, au Maniema, où ma mère, où je suis né. Ici, je suis avec ma mère avant que je vienne en Europe. Je suis ici avec ma mère. Est-ce que parce que maintenant, j'ai des traits fins, je deviens rwandais? Pourquoi est-ce que ces gens-là doivent toujours s'aimer la xénophobie, la haine tribale au sein d'entre nous? Est-ce que c'est Jeannot Kabouya leur ennemi ou c'est Kabila? Et ils le font à quel objectif? Parce que je vais vous dire une chose, je ne suis pas candidat à la présidence au Congo pour que je puisse justifier que ma mère... Mais pourquoi aujourd'hui le combat que j'ai mené? Est-ce que moi, dans le combat que j'ai mené, je devais me battre, je suis obligé d'intégrer mes parents, ma famille et parler d'eux? Moi, je me bats pour le Congo, pour la libération du Congo. Les marches qui ont été faites ici en 2011, 2012 contre le Rwanda, contre l'ambassade du Rwanda, c'est moi qui ai fait ça. Je peux être en même temps rwandais et me battre contre le Rwanda. Ça n'a vraiment pas de sens. Moi, j'appelle ces personnes-là, dont leur gourou est quand même mon grand-père, je demande qu'ils respectent les autres. Parce que moi, je respecte leur combat. Qu'ils respectent aussi mon combat. Ne nous éparpillons pas. Vous ne devez pas voir en moi un ennemi qui vous fait ombrage. C'est dans nos forces, en unissant notre travail, que nous allons libérer le Congo. Pas en commençant à se combattre. Et quand vous combattez Jeannot Kabouya et la famille de Jeannot Kabouya, que vous vilipendez, vous faites le travail de l'ennemi. Parce que vous voulez affaiblir Jeannot Kabouya. Vous voulez qu'il arrête le combat qu'il mène, qu'il arrête d'informer les gens, qu'il arrête le dynamisme qu'il impulse avec d'autres frères. Et je trouve ça regrettable. Parce que comme je le dis toujours, l'ennemi du Congo et des Congolais, c'est les Congolais eux-mêmes. Quand vous passez votre temps au lieu maintenant, ma mère, elle est du centre. Ma mère est du centre du Congo. Même pas frontalier avec d'autres frontières. Maniema, c'est au centre. Mon père est du Kasaï, c'est au centre du Congo. On n'est même pas frontalier avec l'Angola ou avec la Centrafrique. Mais quand vous dites que Jeannot maintenant devient un Rwandais, vous ne voyez pas que vous faites le jeu de l'ennemi, vous commencez à traiter tout le monde de Rwandais. Dès qu'on ne partage pas la même opinion que vous, on devient un étranger. Ça, c'est un travail de faible. C'est de la faiblesse. Si vous ne savez pas qui je suis, qui sont membres de ma famille, venez demander-moi. Bon, monsieur Jeannot Kabouya, bon, je sais que c'est de tels coups, effectivement, ça ne fait pas toujours plaisir, mais sur base de ce que vous avez donné comme bilan, comme contribution, je pense que vous devrez continuer sans vous jeter des fleurs, vous devez continuer. C'est pour ça que je repose la question 2015. Que faut-il faire? Même des pistes, quitte à ce que plus tard, dans une autre émission, on puisse approfondir. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est stratégique. Oui. À vous de voir ce qui peut être dit. La première chose, c'est que je dirais à mes frères, pour éviter le chaos dans le Congo de demain, même si M. Kabila partait, il faut que ces parrains-là, ceux qui l'ont mis au pouvoir, puissent sentir qu'il y a une relève, qu'il y a des gens qui sont prêts à remplacer ce système moribond avec des intellectuels. C'est pour ça que nous devons créer des plateformes dans lesquelles nous travaillons, dans lesquelles nous sommes en train de proposer des idées qui vont permettre à ce qu'il y ait une passation de pouvoir, que même si demain il y a un soulèvement populaire, qu'il y ait des gens aptes, prêts à reprendre les rênes. Parce que si ça ne se fait pas, ça sera le désordre comme en Libye. Et est-ce que nous voulons qu'il y ait le désordre continu? Ça ne va que profiter aux ennemis du Congo. C'est pour ça que nous devons, moi, aujourd'hui, je trouve que le travail de tout le monde est important. Le travail que nos frères peuvent faire de conscientisation dans les radios peut être important. Tant qu'on ne se vilipende pas les uns les autres, tant qu'on ne s'insulte pas les uns les autres. Le travail, ça veut dire que nous devons commencer des groupes de travail. Je salue mon grand frère Roland Mena qui a compris cette importance, qui a créé l'Isanga, dans lequel ils sont en train de travailler, des groupes de travail. Je salue mon frère Jean-Jacques Mbungani qui a pris une initiative de réunir quelques forces vives de l'opposition dans lesquelles ils sont en train de parler comment est-ce que demain
ils peuvent reprendre le pays. C'est ça des choses importantes. Ça veut dire que le Congo de demain, c'est des gens intellectuels, des gens formés qui pourront le reprendre. Et il ne faut pas que ça tombe entre des mains des égorgeurs, des tueurs, des violeurs. Il faut que ça tombe entre des mains des personnes qui vont inculquer la démocratie, qui vont se battre pour un état de droit. Et moi, je vous dis pour 2015, mon conseil est arrêter de frapper toutes les forces vives de l'opposition qui veulent se mettre ensemble pour faire échec à M. Kabila. Si on va en ordre dispersé, je vous le dis, les parrains du Congo vont remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Et ça sera toujours les mêmes. Et le mécanisme va continuer. Ce mécanisme-là dans lequel on est en train d'aller vers la balkanisation, dans lequel nos mères souffrent, nos femmes, nos sœurs sont violées dans le Kivu, dans lequel aujourd'hui nos terres sont en train d'être remplacées par les Burundais, les Ougandais et les Rwandais. Si nous ne nous mettons pas ensemble, on commence à se battre entre nous, nous faisons le jeu de l'ennemi. Ça veut dire que nous restons dans la distraction pendant que l'ennemi est en train de tracer son chemin. Mes frères, je vous appelle à la conscientisation. Revenez dans votre combat de départ, qui fait qu'on était tous unis, nous nous battons tous pour un seul objectif. Notre ennemi, c'était Kabila. Je sais que beaucoup ont été infiltrés, beaucoup font le travail aujourd'hui de l'ennemi. Nous vous appelons, prenez plutôt cet argent, mais arrêtez de jouer le jeu de l'ennemi, parce que ça ne nous profite pas. Et nous voyons certains analystes, ils veulent toujours, quand ils font même leurs analyses, essayer de nous casser. Et je comprends, c'est tout à fait normal. Comme on dit souvent, c'est un proverbe qui existe qui dit que si tu veux avoir aussi du succès, tape sur celui qui a fait un travail, qui est connu, qui a fait un travail comme ça, au hommes Pepewana. Mais le problème, c'est que si tu lances de la merde sur Jano Kabouya, oui, sur le moment là, on va te connaître, on va attirer l'attention sur toi. Mais vu que tu ne vas pas continuer le travail que Jano Kabouya faisait, tu vas disparaître. Mais mets-toi plutôt avec Jano Kabouya. Mettons-nous ensemble, battons-nous pour le Congo. Parce que c'est aujourd'hui notre priorité, c'est le Congo. Arrêtons le fanatisme. Arrêtons de nous battre pour des hommes. Battons-nous pour notre pays qui est le Congo. Et respectons-nous les uns les autres. Bien, merci beaucoup, monsieur Jano Kabouya, d'avoir ouvert votre cœur à notre micro. Et je retiens, parmi tout ce que vous avez dit, l'union fait la force. Pour nous qui vivons en Belgique, nous savons ce que ça veut dire. C'est la devise de la Belgique, l'union fait la force. Il n'y a pas de mal à imiter cette devise. Et je pense que si les Congolais pouvaient s'unir, si les Congolais pouvaient mettre toute leur énergie ensemble, bien des choses se passeraient. Et nous souhaitons beaucoup que 2015 soit l'année de l'union, soit l'année de la réussite, soit l'année du changement, du vrai changement, au profit des millions de nôtres qui sont au pays et qui en ce moment galèrent à cause de la mauvaise gouvernance d'un système qui a montré ses limites. Encore une fois, merci Jano Kabouya. Merci à vous qui nous avez suivis. Un dernier mot? Un dernier mot, oui. Je dirais, vous savez, on dit le monde est dangereux à vivre. Non tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal et qui ne font rien. Bien, merci pour cette citation. Donc, et j'espère que tous ceux qui ont suivi vont l'intérioriser pour le bien du Congo. Bonne année 2015 à tout le monde et à tous les Congolais qui nous suivent. Bonne année.